Bonjour à tous et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où on parle de pop culture. Moi, c'est Benji et je suis accompagné de Clément. Salut tout le monde, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et oui, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver car en plus de Clément, il y a également Flo qui est avec nous. Salut. Et aujourd'hui, à part si vous vivez dans une grotte, vous avez remarqué que le contenu culturel est de moins en moins présent que dans le format physique. Pour preuve, Pod Culture lui-même est disponible qu'en démat. La question que l'on s'est posée, c'est de savoir où en sommes-nous dans la culture du dématérialisé. Comme ça fait des années que l'on en parle, est-ce que le démat a su implanter sa suprématie ? Ou alors existe-t-il encore des villages gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur ? Pour le coup, je vais laisser la parole à Clément qui pourra introduire clairement le sujet du jour. Yes, et en effet, moi ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur d'abord faire un état des lieux un petit peu de où on en est du dématérialisé en fonction du médium. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des différences assez importantes en fonction de quel type d'œuvre, quel type de contenu culturel on consomme. Et moi j'ai subdivisé ça en 4 catégories. Mais donc les 4 catégories qui sont la musique, les films, séries, les jeux vidéo et le livre. Et on va se rendre compte que en fait il y a des catégories où clairement le démat fait plus débat. C'est la façon dominante de consommer ce genre de contenu. Un autre où on est encore entre deux et c'est assez à l'avantage du dématérialisé pour l'instant encore. Et enfin il y a un quatrième qui là est vraiment on va dire protégé un petit peu de cette déferlante et on va se demander pourquoi. La première catégorie, c'est celle où clairement le dématérialisé c'est devenu la norme. Je pense à la musique, je pense au cinéma et aux séries. En fait, la musique, bon, ça fait même des années qu'on n'en parle plus parce que la mort du CD a été annoncée il y a même des années de ça. Et aujourd'hui, quand on regarde le succès d'un morceau, le succès d'un artiste, l'indicateur, c'est carrément le nombre d'écoutes, en fait. Le nombre d'écoutes en streaming, donc que ce soit via Spotify, via Deezer ou même via YouTube. La vente de disques n'est plus du tout un argument, en fait. Et les revenus des artistes viennent du streaming et des concerts. Le CD, c'est carrément devenu aujourd'hui un produit un peu collector, quoi. C'est vraiment, si tu es fan, tu vas acheter le disque et tu vas lire le livret avec les paroles dedans, et c'est ton privilège de fan, en fait. Mais si tu veux découvrir de la musique, bah, tu vas sur n'importe quelle plateforme de streaming et puis tu en profites, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que maintenant, pour les musiciens et pour les chanteurs, ils ne seront plus disques d'or, mais streaming d'or ou de platine, Je crois que c'est un peu ça. En fait, on n'a pas abandonné l'appellation parce qu'elle est encore assez ancrée dans l'inconscient collectif. Mais c'est comme pour les cassettes, quoi. Il arrivera une génération qui va se demander mais pourquoi on dit disque, c'est quoi un disque ? C'est ça. Et en fait, ça viendra... je sais plus ce qu'on dira, mais en fait, peut-être qu'on dira disque justement parce que la récompense est en forme de disque. Quel cas, la question, ce sera mais pourquoi la récompense est en forme de disque ? Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Qu'on n'a pas envie de découvrir pour le moment, clairement. C'est parce qu'on est vieux et qu'on a peur de la génération qui va nous engloutir. Mais là, voilà, pour ce qui est de la musique... ok, boomer. Pour ce qui est de la musique, en fait, on se pose plus la question et en fait, nos pratiques sont complètement dans le dématérialisé maintenant, quoi. Bah, déjà depuis des années, parce que je me souviens encore quand j'étais gosse, bon, on avait encore le lecteur CD à un certain moment, mais on est très vite, enfin, à titre perso, je suis très vite passé au lecteur USB. Ouais. Qui, clairement, le lecteur MP3, lecteur USB, lecteur MP3, pardon, et qui, lui, on pouvait mettre jusqu'à, je sais pas, une centaine de chansons, là où avoir 100 chansons sur soi avec un lecteur CD, c'était compliqué, quoi. Bah, c'est clair. Il y a une idée pratique et une idée d'accès, de facilité d'accès qui dépasse le support physique, mais ça, on en reparlera. Ça nous permet de passer à l'ensemble suivant, qui est celui des films et des séries, où là, en fait, on s'est posé la question à un moment donné de la déferlante du démat, mais là, en fait, à l'heure actuelle, pareil, il n'y a plus vraiment raison de se poser la question, puisqu'avec l'arrivée et le développement et la démocratisation de toutes les plateformes de streaming, que ce soit Netflix, que ce soit Disney+, là, les deux plus grosses qui maintenant sont sur le marché, on se pose plus la question de est-ce qu'on va aller acheter un DVD ou un Blu-ray.
ou tout du moins, est-ce qu'on se pose la question en première intention? Non, ce sera toujours un peu si on veut faire un cadeau ou j'en sais rien, tu vois. Le premier réflexe, ça va être de regarder si le film est dispo soit légalement, soit pas très légalement, en dématérialisé, si on veut le regarder. Et les plateformes de streaming sont là, les sites de SVOD sont là, et on a accès à quasiment tous les films par ces biais-là. Donc, en fait, le support physique a été un peu vidé de son sens premier. Il reste le deuxième sens qui est que si tu veux un objet ou si tu veux un cadeau, tu peux encore acheter un disque dans une boîte, quoi, à mon avis. Mais en tout cas, dans C'est la ça. consommation au global du support de films et de séries, ben, on a vraiment quasiment plus recours au DVD et au Blu-ray, quoi. Ou alors, c'est une frange réduite des gens qui sont soit des collectionneurs, soit des passionnés, mais c'est pas la masse générale, quoi. C'est vrai que les passionnés, on y reviendra, mais c'est surtout eux qui font vivre tout ça. Mais il est vrai que autant des services de VOD, comme tu le dis, et surtout au vu du prix que cela coûte, Ouais, c'est clair. les gens auront beaucoup plus tendance à aller vers ça. Avec un abonnement, pour peu que tu regardes pas mal de films de séries, avec les catalogues qui sont en expansion permanente, tu n'as plus aucun limite intérêt, à part si tu as vraiment envie d'avoir une collection, euh, de claquer ta thune dans les DVD ou les Blu-ray, puisque pour 10 balles par mois, tu as accès à Netflix, ou tu as accès à Disney+, ou tu loues des films en VOD, tu en loues 3-4 par mois pour le prix d'un DVD, enfin c'est... C'est indécent. En termes de prix, Voilà, hein, c'est clair. Et à part si tu as envie de le regarder 100 fois, le film, auquel cas, oui, c'est bien d'avoir le disque. Bah, si tu le regardes une fois, voilà, hein, ça n'a pas de... et ça- ça, c'est sans parler des films et séries qui ne sortent que en VOD. En plus, maintenant il y a carrément plein de films qui sortent directement en SVOD. Bah, un peu comme les films sortaient en direct ou DVD à l'époque, en fait. C'est plus les Oui, films tout à qui fait. passent pas par le cinéma. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que la case après le cinéma, eh ben, c'est plus le DVD, en fait. C'est le démat, c'est la vidéo sur demande. Oui, alors qui sera sur demande, effectivement, mais pas sur les plateformes de VOD. Parce qu'il y a une différence entre la SVOD et la VOD. Ah oui, oui, Et streaming VOD, c'est ça ouais, c'est ça. Ah, donc j'ai dit une Et bêtise tout à l'heure, toutes mes non, mais excuses. il y a aucun problème. Mais c'est simplement que effectivement, un film comme par exemple The Irishman De Scorsese, eh oui. de Scorsese, merci, ne sortira pas en Blu-ray ni en DVD. Et encore que, est-ce que les fans ont fait une pétition pour que ça arrive? C'est fort possible, mais ne sera disponible que sur Netflix. Et pour Ouais. autant, on n'est pas sur une qualité de film direct au DVD comme on avait l'habitude à Ouais. l'époque. Et là, C'est la grande largement... différence, c'est que c'est Netflix qui a envoyé la thune, quoi. Donc Ouais, c'est là, ça, en fait, ils ont une notion d'exclusivité sur leur plateforme parce que c'est eux les producteurs. tout à fait. Et donc du coup, bah, eux, enfin, je sais que avec toutes les interviews et tout que j'ai regardé, je sais qu'ils aimeraient pouvoir, proposer ces films-là au cinéma. Parce que bah, un film comme The Irishman, effectivement, aussi, enfin, ça se déguste au cinéma, quoi. Mais il y a de gros soucis vis-à-vis des droits, vis-à-vis de la plateforme que c'est, parce que bah tu comprends, si tu proposes un film comme ça au cinéma, tu peux pas le proposer tout de suite sur ta plateforme de VOD. Donc c'est un autre débat, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte dans le dématérialisé. Ouais, ça, peut-être que ça, comment dire, il y aura des évolutions par rapport à ça aussi, hein. Rien n'empêche qu'il y ait un film qui soit sorti d'abord sur Netflix, puis qu'il y ait quelques projections au cinéma. Enfin, une fois que le film est rentabilisé, enfin, j'en sais rien, tu vois. Oui, tout à fait, non mais The Irishman en a eu. Ah bah Je voilà, donne cet exemple-là parce que c'est un voilà, exemple voilà. parfait. Mais un film comme La Plateforme qui est sorti récemment là sur Netflix, un film espagnol, bah jamais il sortira au cinéma celui-ci. Hmm. Et encore, est-ce que le cinéma c'est pas du dématérialisé? Ça, on pourrait en débattre aussi. Ça, Néanmoins, voilà, là c'était un petit peu le petit tour qu'on voulait faire sur le cinéma, les séries, et on clôt par là même la catégorie où le dématérialisé a vraiment gagné sur le support physique. Le point suivant, c'est une catégorie où là on est encore un peu dans la guéguerre, vous voyez, où le support physique résiste encore sous les coups de boutoir du dématérialisé. Ce monde-là, c'est celui du jeu vidéo.
parce que historiquement, évidemment, le jeu vidéo, c'était le support physique avant tout. C'était les CD, c'était les DVD, c'était les cartouches. Les plus anciens d'entre nous. Quel plaisir c'était de mettre la cartouche. De souffler dedans, de la remettre. Mais de se ressouffler dedans. Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, toutes les consoles et tous les PC, heureusement, disposent de stores dématérialisés où on peut accéder directement aux produits de manière rapide et instantanée même. Et à part quelques exceptions, c'est-à-dire ceux qui, pour le coup, consomment peut-être moins de jeux vidéo et achètent la boîte avec FIFA de temps en temps, ou ceux qui vraiment tiennent à avoir une collection, et on revient un peu à ce qu'on disait sur le Blu-ray, qui veulent vraiment pouvoir posséder l'objet, les achats de jeux vidéo sur support physique, ça reste de moins en moins... Ça commence à être en tout cas de moins en moins présent. En tout cas, je sais pas vous, mais... Alors, pour ma part, j'achète toujours full matérialisé, mais on en reviendra sur la deuxième grosse partie de ce podcast. Mais pour beaucoup qui me suivent, beaucoup le savent, je suis un physique master race. Et je fais en sorte de très rarement acheter en démat, vraiment quand je n'ai pas le choix et que je sais que ça n'arrivera pas. Par exemple, là, je suis en train de faire les jeux Ori sur Xbox. Je profite d'une offre du Game Pass. Ceci n'est pas sponsorisé. Mais je sais simplement que les jeux Ori, en dehors d'une version physique avec un code à l'intérieur, bah, ça n'existera pas. Ah oui. Enfin, voilà. Mais sinon, tu les aurais pas achetés, quoi. Sinon, j'aurais pas acheté, j'aurais attendu qu'ils sortent en physique, ouais. Sous la forme probablement d'une édition limitée. Tout à fait. Comme il en existe un marché maintenant sur lequel on va revenir aussi. Tout à fait. Donc, je suis maître de patience quand il s'agit d'attente de jeux en physique. Mm-hmm. Mais effectivement, quand on est sur ce genre de jeu où le physique n'existe pas, ou quasi pas, et qu'il est certain qu'il n'existera pas, je me laisse tenter par le démat. Mais c'est vraiment parce que je n'ai pas le choix. Et toi, Flo, quelle est ta position par rapport à tout ça ? Alors personnellement, je dirais que au bas mot, la moitié de mes jeux, si ce n'est plus, sont en démat. Pas tapés. Et ça dépend vraiment déjà de ce qu'est le jeu. Est-ce que c'est un jeu important pour moi ? Dans ce cas-là, je vais quand même attendre d'acquérir la boîte. Par exemple, pendant le confinement, ça a été assez difficile d'accéder à Final Fantasy VII Remake, parce qu'il y avait des ruptures de stock et tout ça. Mais ça m'aurait vraiment ennuyé et peiné de l'acquérir en numérique. Du coup, bon, j'ai pris mon mal en patience et puis je l'ai commandé. Ensuite, pour les jeux que je prends à coup sûr en démat, c'est vraiment les jeux indépendants. Je suis une grosse joueuse PlayStation et puis t'as vraiment des promotions mensuelles qui valent le détour et qui te poussent à consommer en démat en fait. Puis surtout, il y a beaucoup de jeux indés qui ne sortent juste pas en physique en fait. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est un peu pragmatique de dire ça, mais en démat, t'as vraiment des promos qui, je pense, sont bien plus importantes que sur le format physique. Ouais. Le coût, hein, mais on en parlait déjà un peu pour les films et séries avec le coût des abonnements aux services de VOD qui sont sans commune mesure avec le fait d'entretenir une collection physique. C'est un peu pareil pour le jeu vidéo aussi, compte tenu déjà des promotions et puis des services un peu d'abonnement qui te donnent des jeux gratuits tous les mois, que ce soit via Xbox ou via PlayStation. Hein. Et encore, il y a des services maintenant qui existent qui, eux, sont gratuits et te donnent accès à des jeux gratuits. En plus. Coucou Epic Games. Et oui, et puis Epic Games qui font n'importe quoi, c'est des fous ces mecs. Ah mais c'est des... Enfin, je sais pas comment ils font, mais... Là, ces 3 dernières... Bah, c'est la Fortnite Money, hein, c'est facile, ça. Ah bah, c'est certain, oui. Mais voilà, là, ces 3 dernières semaines, les gens, ils ont mis GTA 5 gratuit, ils ont mis Civilization 6 gratuit, ils mettent Borderlands 2 et 2.5 gratuit, enfin... C'est ça. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. La Handsome Collection, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, c'est barjo, quoi. Ah ouais. Enfin, après, le PS Plus, c'est pas donné, mais ils te font aussi accéder à pas mal de jeux des maths. 2 par mois, et en général, bon, je suis pas déçu, puis je les prends. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu justement plein de collections, du genre
BioShock, Borderlands, Uncharted, etc. Uncharted, ouais. Donc oui, il y a clairement un avantage certain au démat dans le sens où ça te permet de bénéficier de plein de choses qui sont pas accessibles en physique, quoi, c'est sûr. C'est pour ça que le démat est progressivement en train de prendre le pas, à tel point que maintenant on a des services également de streaming de jeux vidéo. Un truc qui apparaissait, fantasmagorique il y a encore quelques années. Et pourtant là, le Stadia s'est lancé de chez Google. Tu as le PlayStation Now qui est en train de grandir aussi. Oui, il était temps. Il va y avoir c'est le xCloud Alors ça, Microsoft. je suis pas au courant, du coup. Mais est-ce que l'un de vous a testé PS Now ou quelque chose comme ça? Moi, j'ai testé PS Now. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Alors, j'ai testé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. J'avais pris le test de 7 jours, un truc comme ça, où en fait, ça m'a permis de jouer à un jeu sur PS3 à l'époque, que je n'avais pas fait, mais sur ma PS4, qui s'appelle Rain, qui est excellent, un petit jeu indé que je vous conseille, qui est vraiment très très bien. Et du coup, en fait, le truc, c'est que tel que ça fonctionnait là, ça fait partie de ces jeux que tu installes sur ta console. Tu n'es pas en streaming, en fait. Ah d'accord. Donc, alors je sais pas comment le PS Now a évolué maintenant. En fait, c'est de la location. Pardon ? C'est de la location plutôt que du streaming, alors. Ça devient de la location, ouais. D'accord. Donc, tant que tu es un petit peu comme les jeux PS Plus offerts, finalement. Parce qu'ils sont offerts, mais tant que tu es inscrit au PS Plus, si tu n'es plus inscrit, tu n'y as plus accès. Donc, ça marche un peu de la même manière. C'est peut-être un peu le même truc, ok. Ouais. Et donc du coup, après voilà, un téléchargement, ça se passe normalement et ça se joue directement, quoi. Alors du coup, c'est pas la même chose que Stadia, où là on est vraiment sur du pur streaming, quoi. C'est ça. Alors, à contrario, moi j'ai testé Shadow, parce que finalement Shadow... oui, le PC dématérialisé, oui. C'est ça. On revient un peu à ça finalement. Hein. Ah oui. Même si c'est pas un service de jeu vidéo, il est beaucoup servi pour ça. Et autant vous le dire qu'avec une connexion comme celle que j'ai, ça tourne, mais comme si à l'époque j'avais un PC qui était prévu pour, quoi. Ah ouais. Et c'était assez impressionnant. Ouais, non, c'est fort. C'est assez hallucinant. Et du coup, voilà, tu as des avantages, et ce qui fait que, en ce qui me concerne, par exemple, le jeu vidéo physique, ce sera vraiment, peut-être comme le disait Flo, réservé aux gros jeux, tu vois, genre The Last of Us 2, ça m'emmerderait de ne pas l'avoir en physique, tu vois, par exemple, de ne pas prendre la boîte et tout, de pouvoir caresser le boîtier comme ça amoureusement. J'ai déjà précommandé le Steelbook. Voilà. Bah voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont repoussé le jeu. Ah oui, pour qu'on puisse l'acheter physiquement. Ouais. C'est ça, pour pas léser les personnes qui voulaient l'acheter en physique. Et du coup, il y a cet aspect-là de très gros jeu, donc tu as envie quand même de marquer le coup. Et il y a l'autre aspect qui dit AAA, dit jeu très lourd en fait, en termes de place Exactement. mémoire. Et en fait, j'ai pas envie de le télécharger sur ma PS4 parce que elle commence à avoir de l'âge et son disque dur commence à être assez plein et j'ai pas envie de supprimer des jeux pour en télécharger d'autres. Et puis, ça veut dire en plus qu'il faut une bonne connexion pour pouvoir télécharger le jeu, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde, et tout le monde n'a pas encore la chance d'avoir la maxi fibre avec 2 millions de gigabits de débit, quoi. C'est ça. Donc pour ces raisons-là, le physique a encore un peu de place. Idem, par exemple, sur Switch, moi, la plupart des jeux dont je sais qu'on va y jouer tous les deux, mon frère et moi, parce qu'on a chacun une Switch, on va les acheter en physique. Par exemple, là, le remake, le remaster de Xenoblade, qui est sorti là au moment où on enregistre ce vendredi, là, on va l'acheter en physique, parce qu'on sait qu'on va le faire tous les deux, et on va pas acheter 2 fois le jeu. Enfin, voilà. C'est ce genre de pratique. C'est pas anodin, mine de rien, les jeux que tu veux montrer à tes proches, ou jouer avec, ou alors tout simplement te les prêter. Et oui, c'est ça. Le physique permet encore de se prêter les jeux. Ce qui aujourd'hui... Ah oui, pardon, dis-moi. Non, vas-y, excuse-moi. Je disais, sur PC, il y a une seule plateforme qui permet de faire ça, c'est GOG, et qui propose les jeux sans DRM et qui fait qu'on peut éventuellement se les passer de main en main. Mais parce sinon, que j'ai quand même un petit souci avec certains de mes jeux des maths. Bon, il y en a vraiment pas beaucoup, mais il y en a certains que je regrette d'avoir achetés et puis je peux pas les revendre ni rien en fait. Eh oui. Mais oui, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, ce que dit Clément en plus pour Xenoblade, c'est que pour le coup, si c'est bien débrouillé, il a pu avoir le jeu en version boîte à 45€. Oui, parce qu'il y a toujours des offres de lancement sympas. Voilà, alors que sur l'eShop, bah, tout de suite, il va être à 70 balles. 60 ou 70 balles. Au moins 60, je crois. Donc, bah déjà, t'as 15 balles de moins, alors qu'il est en physique. C'est ça, en fait, on en est au moment où c'est carrément les boîtes qui sont moins chères à la sortie que le démat. C'est pour dire qu'il y a un marché qui a besoin de se défendre, quoi. Ouais, je dis c'est Nintendo, mais bon, les autres ne font pas mieux, mais bon. Non, c'est sûr. En parlant de physique, il y a des versions collector de certains jeux qui me font véritablement de l'œil, mais qui sont vraiment hors de prix, en fait. Pour un jeu et une figurine. Parce qu'ils ont compris que ceux qui achetaient physique, c'était ceux qui voulaient vraiment du physique, et a fortiori peut-être les collectionneurs, donc ceux qui veulent vraiment avoir des objets liés au jeu. Et du coup, ça rend malheureusement ils n'hésitent pas à mettre la dose. Cet aspect-là encore plus élitiste qu'avant. Parce que avant, ça m'arrivait de craquer pour des éditions collector, mais là, ça devient compliqué quand tu vois que ça fait plus de 200 ou 300€. Il faut avoir un budget pour ça, quoi. Voilà. Bah oui, c'est vrai que le gros collector de FF7, il était extrêmement cher. Ah bah je l'ai même pas envisagé, pas parce qu'il était moche, mais parce que... parce qu'il était moche, mais... non, par contre, le collector de Kingdom Hearts 3 était moche. Il était cher, il était moche. Ouais, comme quoi. Non mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des collecteurs, enfin, mais voilà, on revient au côté collector, au côté collection, au côté où on va vouloir appâter le client / le fan avec quelque chose en plus que le démat ne peut pas apporter. Et puis ce fan-là, il est comme John Hammond, il dépense sans compter, donc il va prendre la méga collector avec la figurine pas très bien finie pour 300 balles, quoi. C'est ça. Au lieu de se dire que bah il pourrait acheter une figurine bien mieux finie avec d'autres constructeurs pour quasiment le même prix finalement avec le jeu. Ben voilà, ça c'était pour le côté jeu vidéo, et où donc la guerre se joue encore un peu et où le physique résiste encore. Et il y a un quatrième médium qui, lui, pour le coup, résiste très bien, malgré le fait que le dématérialisé soit implanté depuis un certain temps chez lui, c'est le livre. Parce que le livre dématérialisé, on en parle depuis des années aussi, avec les liseuses... électroniques, et puis j'allais citer des marques, mais je sais plus, donc c'est pas grave. Parce que c'est Amazon et Fnac qui font les liseuses les plus connues, je pense. Kindle et Kobo. Ah, c'est ça. D'ailleurs, les liseuses étaient mal vues à leur début, mais finalement, elles n'ont pas changé tant que ça. En fait, elles n'ont pas changé tant que ça les pratiques, c'est ça qui est très intéressant. Malgré le fait que en fait, les liseuses acceptent donc les livres sans images, on va dire, et puis maintenant surtout les bandes dessinées. Il y a de plus en plus de BD qui sont disponibles au format des liseuses. Et rajoute à ça que la plupart des liseuses sont en noir et blanc. Je dis pas, il y en a en couleur, mais la plupart sont en noir et blanc. Si tu veux dire de la BD dessus, vaut mieux avoir une liseuse en couleur. C'est ça, mais pour le manga, c'est l'Eldorado. Ah oui, pour le manga, c'est facile. Donc, bon, après, c'est sûr que si tu me donnes l'exemple de Relife, qui lui est full couleur... Ah ouais. Alors, Relife, c'est encore autre chose, parce que Relife, c'était un webcomic à la base, donc... Mais bon, dans l'idée, voilà, le manga est en noir et blanc. Mais oui, voilà. Est-ce que vous avez déjà utilisé une liseuse ? Oui, j'en ai une, oui. Et puis moi, j'en utilise pas du tout. Je suis un gros... comment dire ? Un gros sectaire du livre papier, je peux pas m'en passer, donc... Et parce que là, on arrive au moment où le livre dématérialisé a pas changé fondamentalement les habitudes, mais il y a quelques personnes qui s'y plaisent, et puis ça suffit en fait. Il n'y a pas eu un marché débordant, mais il y a eu un petit marché, et puis contrairement aux jeux vidéo où le démat prend le pas sur le physique, mais où les deux coexistent, bah, le livre, c'est le physique qui est resté, le mode de consommation dominant, et le démat qui existe à côté, quoi. Le démat est pratique, et parfois t'as pas le choix, je dirais même, si tu veux trouver un texte sorti de derrière les fagots, mais par contre t'auras jamais le même confort, la même sensation qu'avec du papier. Et je te rejoins totalement là-dessus, Clément. Même si j'ai tenté la liseuse une ou deux fois, je suis vraiment à fond sur le papier. Moi, je peux pas. C'est la sensation, tu vois, de tourner la page et le contact avec le papier. Et puis, le plaisir, tu vois, tu es en train de lire et tout, puis d'un coup, tu fermes le livre, tu regardes la tranche par le dessus, tu te dis, bon, j'en suis où ? Ça, c'est
c'est un truc de lecteur, quoi. Non, mais c'est ça, les grands lecteurs, ils savent que la lecture, ça fait appel à des tas de sens, en fait, même l'odeur et tout ça. Ah bah, l'odeur du livre. Pareil, le fou du bouquin te dira que t'achètes un livre, le premier truc que tu fais, tu mets le nez dedans, quoi. C'est ça, l'odeur de l'imprimerie, ça fait trop du bien. Ben, c'est comme pour beaucoup de choses où nécessitent les autres sens. Le Blu-ray, c'est pareil, la première fois que tu l'ouvres, bon, ça sent le pétrole, mais voilà, t'as l'odeur du plastique et tout. Enfin, ah bah, du coup, c'est bien parce que ça nous fait une bonne transition sur la question suivante, qui est, tu vois, là, on a vu que la plupart des médiums se comportaient différemment face aux dématérialisés, et selon le type d'œuvre, il avait plus ou moins pris de l'importance. Et la question, c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi il y a pour la musique et les séries cinéma, le démat a vraiment pris le pas, et sur d'autres, comme le jeu vidéo ou le livre, eh ben, c'est plus compliqué. Et je pense que la réponse, elle est dans ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que quand tu achètes un livre, bah, tu as le produit, en fait. Et la manière dont tu vas consommer ton produit va pas être la même si tu as le support physique ou pas. Et puis, dépendamment de la collection, de l'édition, le livre n'est pas plus cher forcément en physique qu'en démat. Il est un poil moins cher en démat, à chaque fois, je pense. Il y a des fois, ça se joue pas à grand-chose. Mais un poil, c'est ça. Si t'es vraiment à 2 € près... Ouais. Et c'est plus... comment dire ? C'est plus que vraiment les conditions dans lesquelles tu vas vivre ton œuvre, elles changent du tout au tout. Ce qui n'est pas du tout le cas pour de la musique ou un film ou une série, tu vois. Tu as le truc sur ton écran ou dans tes oreilles, peu importe le support à partir duquel tu vas jouer ce qui se passe. Je pense justement, tu parles d'écran, c'est là où c'est intéressant, mais je pense que c'est dû aussi au fait que plus ça va, plus notre vie est entourée d'écrans. Oui, c'est pas bête ce que tu es en train de dire là. Parce que c'est vrai que vu qu'il y a de plus en plus d'écrans, en fait, on est de plus en plus... à même de profiter du contenu via un écran. C'est ça, et plus facilement. On prend notre portable, on peut regarder une série Netflix. Beaucoup vont crier au scandale de regarder un film ou une série sur un si petit écran qu'est le portable, mais malheureusement, il faut dire que c'est une vérité. Ah bah on en voit plein, oui, qui font ça. J'ajouterais à cela qu'on est tellement tout le temps sur des écrans, et parfois même contraints, ceux qui travaillent là-dessus, tout ça, que c'est une raison de plus pour lire en physique, quoi. Ça te repose tes yeux, tout ça fait un bien fou. Pour moi, c'est la santé publique, là. C'est vraiment ma santé qui est en jeu. Si je lis pas, mes yeux, ils explosent au bout d'un moment. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, la lecture, c'est carrément devenu une petite pause visuelle, spirituelle et tout ça. Ah oui, c'est la pause détox, ouais, carrément. Après, voilà, on a le contre-exemple de la musique, mais c'est vrai que le jeu vidéo, comme le cinéma, les œuvres audiovisuelles en général, ne peuvent se passer d'un écran. Donc, de toute façon, le côté des maths pour ces sujets-là sont quasi incontournables. Actés. Ouais. Tout à fait. Alors que, effectivement, le livre, on a ce côté où, chouette, je suis plus sur l'écran, je profite d'un papier avec un grain bien spécifique, avec une couleur bien spécifique. J'ai pu à réfléchir, à forcer mes yeux à travailler contre de la lumière qui m'est projetée dans la tronche. Bon, voilà, après tout ça, c'est un autre débat, mais effectivement, on a ce côté où on a le repos, le côté agréable de l'avoir en main. Enfin, il y a quasiment tous les sens qui sont mis en œuvre. Qui n'est pas remplaçable avec du démat, quoi. Tout à fait. En dehors pour un livre, en dehors du goût, parce que on va éviter de bouffer notre bouquin, mais en dehors du goût, tous les autres sens, c'est ça. Ils nous jugent pas. Mais c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous aimez manger du Molière ou c'est votre choix. Ah oui, forcément. Qui suis-je ? Mais parce qu'on a même l'ouïe, finalement, avec le livre. Ah, le bruit des pages qui se tournent, ouais. Mais tout à fait. Tout à fait. Bon, on part très loin, mais... c'est ce que j'allais dire. Je suis sûr qu'il y a des rats de bibliothèque, là, parmi nous, j'espère qu'ils nous écoutent et qui se disent « Ah ouais. » Ah, mais ils ont tellement raison. Ils ont bien bossé leur sujet. Tu parles. Non, mais voilà, la clé, elle est là-dedans. Et le livre physique
est irremplaçable parce qu'il y a ce rapport très, très spécial. Et c'est Stephen King qui disait ça. S'il nous écoute aussi, on lui fait un coucou. C'est Stephen King qui disait le livre, le papier, il côtoie l'humanité depuis des siècles. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est installé au sein de l'humanité dans la façon dont on lit, qui ne peut pas être dépassé par quelque chose de dématérialisé, quoi. Ça en est devenu inné, en fait. Ouais, on s'est acquis plutôt. C'est devenu vraiment quelque chose d'important, quoi. On s'imagine pas autre chose. C'est rigolo quoi. parce que, encore pour en revenir à Victor Hugo, dans Notre-Dame de Paris, je sais pas si tu t'en souviens, t'as tout un dialogue entre Frollo et le poète, où Frollo se plaint ou je sais plus de quelle partie il est, mais en gros c'est la littérature tuera l'architecture. Donc il y avait déjà ce conflit, cette crainte vis-à-vis d'un nouveau médium. Matériel, immatériel, quoi. Puis d'ailleurs, quand le livre de poche est apparu, voilà, il y avait encore ce conflit, les livres de poche, tu vas le mettre dans ta poche, n'importe qui va le lire. Ouais, alors que finalement... Là, il y avait plus une notion d'élitisme, en fait. C'était plus... il y a cette vidéo hyper connue du mec qui fait ça va donner des grandes œuvres à ceux qui n'ont absolument rien à en faire. et finalement, le livre, il est toujours là depuis des siècles. Et... Bah ouais. Et puis moi, sans le livre de poche, je me serais fait chier. Hein. Je vais pas vous le cacher. Après, ceci étant dit, j'aimerais ajouter que je me tourne aussi de plus en plus vers des jolis livres, genre des artbooks qui sont des grands formats, qui ont des belles illustrations, parce que je me dis, quitte à investir, au moins t'as vraiment le bel objet et tout ça, tu vois. Ouais, non, mais je pense justement l'une des j'ai bouffé le mot. Ça avait quel goût? C'était pas terrible. Après, mais c'est l'un des points forts. Non, mais voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est l'un des points forts, en fait, que les livres mettent de plus en plus en place pour montrer aux côtés des maths, regardez, nous, ce qu'on peut proposer. Ouais, l'objet livre est vraiment devenu la norme, en fait. C'est ça. Il faut que le livre soit beau pour pouvoir être vendu. Oui, tout à fait. À part si t'as marqué Balzac, Molière ou Camus dessus, tu vois, on va l'acheter quand même si la peinture en couverture est un peu dégueulasse. Sinon, le livre aujourd'hui qui sort, il est vraiment travaillé, quoi. Après, le format numérique sert plus qu'on ne le croit, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis les pieds dans un collège, je suppose. Mais eh bien, c'est vrai. Actuellement, et surtout dans un collégien. Actuellement, les collégiens ont les manuels scolaires des matières principales qu'ils ont 4-5 heures par semaine sont en format papier. Mais il me semble que pour beaucoup de disciplines, maintenant, ils ont le manuel en ligne ou en numérique. Je veux dire, on distribue beaucoup moins de manuels qu'avant. Donc, ça allège les cartables, c'est pas plus mal. Hein. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein. Il y a toujours des avantages, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que quand même, le format numérique, il a des avantages et il est de plus en plus utilisé. Et les liseuses aussi, elles ont quand même leur clientèle. Donc, mais c'est pas pour autant une menace, en fait. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Que le mot soit bien choisi, bien sûr, parce que bon, on n'est pas des vieux réacs, mais le livre, oui. C'est clair que il a de beaux jours devant lui. Hein. Eh oui. Ouais. Et donc, sur ces belles paroles, ça va conclure la première partie de l'émission sur où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui se passe avec le dématérialisé. Maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer un peu dans la partie débat, à dire pour ou contre, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de la dématérialisation, qu'est-ce que ça implique, et pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Qui veut se lancer avec un argument qui le jette dans l'arène, et puis tel un jambon, on va tous se ruer dessus. Moi. Et nous avons un gagnant. Non, alors, pour ceux qui me connaissent, ils le savent parfaitement, pour moi, je suis un physique master race. C'est le physique, aussi bien dans le jeu vidéo que dans le cinéma, c'est le truc... J'ai cru que t'allais dire autre chose. Par contre, le sport, pof. Ouais, le sport, bon, voilà. C'est pas tout le physique, quoi. Non, c'est pas ce physique-là. Là, je parle bien de l'objet en tant que tel. Non, le jeu vidéo et le cinéma, c'est vraiment des œuvres culturelles qui sont très importantes pour moi. Et pour moi, le côté physique nous permet d'avoir une sauvegarde du patrimoine, une sauvegarde qui sera toujours palpable, qui sera toujours là.
alors que si on ne gardait que du démat, on se fie finalement à une sauvegarde sur un pauvre disque dur, et comme on le sait tous, un disque dur qui tombe, eh ben il marche plus. Bon, là-dessus vous allez me dire, ouais, ton CD il tombe, il craque, il marche plus. Certes, mais il y a beaucoup moins de risques qu'un disque dur, ou d'avoir juste une sauvegarde numérique. Alors, je vais m'inscrire en faux. Parce que j'ai eu des moments de ma life où j'ai eu envie de rejouer au Final Fantasy PlayStation. Et j'ai sorti mes disques de Final Fantasy VIII et je me suis retrouvé vers la fin du CD2 face à un terrible bug où en fait le CD était trop fatigué pour pouvoir être lu et ça bloquait dans non pas dans une séquence cinématique mais dans une séquence de jeu un peu entre la cinématique et le gameplay. FF8 fait ça pas mal. Et du coup, je pouvais plus avancer dans le jeu. Et ça m'a déchiré le cœur. Et en fait, mes CD de FF8, ils sont quasiment illisibles maintenant. Et en fait, j'ai dû racheter, et ça c'était drôle, j'ai dû racheter une vieille PlayStation première génération, énorme et tout. Et là, ça marchait. Alors qu'avant, je les lisais sur la PS2 et ça les lisait plus. Et, et du coup, la vulnérabilité du support physique, pour moi, fait que c'est pas complètement un gage de préservation du patrimoine. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois qu'une cartouche ou un CD, même PlayStation 2, ne marche plus. Soit que je les ai trop utilisés, soit que ça fait trop longtemps. Ouais. Et même plus récemment, des DVD ou des Blu-ray, des fois j'ai des mauvaises surprises. Alors, ce à quoi je rebondirai, et je vous dirai, oui, d'accord, il y a de ça. Comme Macron, oui. D'accord. Mais... J'espère qu'on n'est pas en guerre. Non, pas encore. Mais si vous commencez à me titiller sur le physique, on va y rentrer. Te titiller sur le physique. Oui, et je parle pas de me... Bref. Toujours pas de ce physique-là. Non, toujours pas. Alors, je suis d'accord avec ça. Effectivement, le physique peut aussi avoir des problèmes autant que une sauvegarde sur un disque dur, pour reprendre mon terme. Mais derrière, on a un problème qui, moi... il y a quelque chose qui me pose vraiment problème avec ça, c'est que quand un studio, aussi bien de jeux vidéo que d'audiovisuel, vous propose une série, un film, un jeu en ligne, il est libre d'y toucher comme il veut, le studio. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de 13 raisons sur Netflix, ils ont choisi de censurer la dernière scène de la saison 1, où finalement je me dis, merde, on n'a plus la véritable vision de l'auteur. Je comprends les tenants et les aboutissants d'avoir fait ce choix, mais moi ça m'emmerde parce que en tant que personne qui regarde la série, à la limite j'aurais préféré avoir le choix, en fait. Là, le fait que l'on m'impose une censure que je n'ai pas choisie, ça m'emmerde. Ouais, ça c'est... Comment dire ? C'est une idée de... une œuvre est sortie, elle est sortie telle qu'elle est sortie, et le fait qu'on puisse revenir dessus a posteriori, ça c'est très très nouveau. Oui. Tu parlais de 13 raisons, il y a évidemment ce moment où je me suis demandé mais dans quel monde, dans quelle timeline je vivais, où on a modifié la partie 3 de la Casa de Papel pour remettre Neymar dedans. Ça m'a fait halluciner parce que c'est vraiment arrivé a posteriori. J'en avais pas entendu parler de ça. La partie 3 de la Casa de Papel, je l'ai regardée moi, quand elle venait de sortir, il n'y avait pas Neymar dedans. D'accord. Et j'ai pas compris pourquoi tout le monde me disait, par contre Neymar, bizarre et tout. Quoi ? Et en fait, je me suis aperçu qu'ils l'avaient mis après. Ils avaient rajouté des scènes avec Neymar dedans. Sinon, t'es comme moi je l'avais pas reconnu, et puis après on m'a dit que c'était lui. Ah non, moi je l'aurais reconnu, moi. je vois la tête qu'il a. Non, mais voilà, c'est ce genre de modification qui n'existait pas du tout avant et qui est de facto indispensable au démat, en fait. C'est le démat qui doit exister pour pouvoir faire ça. Sinon, effectivement, t'as ton Blu-ray, t'as ton film, et puis... Il est comme ça et pas autrement. Il est là, il est comme ça et pas autrement, quoi. Là, on parlait de Disney+ tout à l'heure. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de Splash, parce qu'il s'est avéré que c'est pas Disney+ qui est choisi, enfin, c'est pas Disney qui est choisi
de censurer le derrière de l'actrice avec des cheveux numériques, mais ça vient de la version télévisuelle américaine de l'époque qu'ils ont choisi de mettre sur Disney+. Donc finalement, Disney n'a rien à voir avec ça. C'est juste le côté puritain américain qui a fait que pour la diffusion télé, on ne peut pas montrer un boule. Voilà, ça jugera qui voudra. Mais là où on peut juger, par contre, c'est sur les œuvres que Disney essaye de cacher. Je pense à des films sortis dans les années 40-50 où les personnes afro-américaines étaient montrées comme des personnes à déficience mentale ou où ils étaient alors traités comme étaient traités les esclaves de l'époque, etc. Mais qu'est-ce que tu entends par cacher ? Ça veut dire qu'ils les ont pas mis du tout sur la plateforme ? Exactement. Non, ça, non, ça existe pas. Non, on n'a jamais sorti ça, non. C'est un peu le syndrome Tintin au Congo, quoi. C'est ça, c'est c'est l'autruche. Il y a eu la BD originale, celle qu'on peut acheter aujourd'hui n'est pas celle qui est sortie à l'époque, en fait. Tout à fait. Donc, mais ça me fait penser que finalement, c'est peut-être pas un problème qui est dû au dématérialisé, quoi. Puisqu'on a eu des versions de Tintin au Congo nouvelles, ça me fait un peu penser édulcorées, quand on avait remplacé pour les mêmes raisons. La cigarette de Lucky Luke par un brin d'herbe. Un brin d'herbe. Voilà, au mais début ça gueule, mais finalement mais est-ce que tu sur te dis, les est-ce que c'est mal rééditions, voilà. Les rééditions des vieux albums de Lucky Luke, toutes les clopes étaient remplacées par des fleurs aussi, ou alors c'est qu'à partir d'un certain moment de la série? Non, c'est un brin d'herbe, quoi. Ouais. Un brin d'herbe, ouais. Mais je veux dire, est-ce que ça a été carrément remplacé dans les albums précédents, tu vois, c'est ça que je veux dire. Sur les rééditions de maintenant, oui. Ça, c'est fou. Mais donc, ça veut dire que la censure là dont tu parles, en fait, c'est pas un problème de démat, c'est un problème de censure, en fait. C'est juste ça. Oui, mais pour moi, le problème, il s'avère que... il est présent à partir du moment où le physique n'existe pas. Bah non, c'est-à-dire parce que les BD physiques, elles ont existé. Oui, et elles réexistent, du coup. Ça veut dire aussi que derrière, si tu as la BD d'origine, oui, d'accord, oui, tu as quand même une preuve que ça n'a pas toujours été comme ça. Ok, ouais. Alors que là, dans 13 raisons, pour reprendre l'exemple du début, il nous est impossible de façon légale de voir la scène finale telle qu'elle a été réfléchie. Ouais, en fait, le dématérialisé a permis le déni, ce qui n'était pas le cas avant, en fait. Alors que, je sais pas, juste un panneau de texte en début de film pour reprendre Disney+, ou là en début d'épisode pour 13 raisons, disant pour Disney+, c'est une représentation que l'on avait à l'époque des personnes afro-américaines ou autres, parce que il y a eu beaucoup de blackface et autres choses problématiques dans ce qui a été fait par Disney, mais juste un panneau de texte en disant voilà, c'était une vision d'auteur que l'on avait à l'époque, que aujourd'hui on ne soutient plus, mais pour autant on veut toujours vous faire profiter de l'œuvre telle qu'elle a existé. Et ça, c'est bon, c'est un très gros débat, ça. C'est un très très gros débat sur comment déjà, la réception des gens, est-ce que les gens vont prendre les choses, on les remet dans le contexte. Ensuite, après, il y a aussi la question de l'intention. Pourquoi on nie quelque chose ? Est-ce que c'est dans un but louable, c'est-à-dire pour plus propager des idées racistes, tout ça, ou est-ce que c'est un but purement égoïste et pragmatique ? Moi, dans tous les cas, ça me gêne pas qu'ils aient enlevé... j'ai pas les films en tête, je sais pas ce qu'ils ont retiré comme ça. Moi, ça me gêne pas du tout qu'ils les aient retirés, si c'est pour ces raisons. Je vais dire des conneries si je sens les titres, mais j'ai pas envie de me planter là-dessus. C'est quoi ? C'est plutôt des vieux... Oui, c'est des vieux... C'est des trucs des années 40-50, donc... C'est ça, ouais. À l'époque colonialiste, carrément, quoi. Le racisme était tellement institutionnalisé et décomplexé après, on dit Disney+, on se posait même pas la question. Tu sais, j'ai revu les classiques Disney pendant le confinement, et ils ont laissé pas mal de dessins animés dont certaines scènes te mettent la puce à l'oreille, donc il y a encore pas mal de choses qu'ils assument, donc il y a vraiment des scènes, des premiers dessins animés pas très connus, tous ceux qui ont des noms espagnols, là tu te dis, ça c'est assez sexiste et tout ça, tu vois. Et ils les ont laissés pareil, contrairement à Lucky Luke, les personnages ils fument et ils se rockent toujours, Coco, Dumbo, et puis tout ce qu'ils ont fait, comme tu disais Benji, c'est ils ont mis un petit texte au début, ils ont dit attention, il y a des scènes de tabac, il y a des scènes... Et je trouve ça plutôt bien parce que tu te dis, normalement t'es censé surveiller ce que regarde ton enfant, mais tu te dis quand même, la plateforme
et saine pour mon enfant, quoi. Il peut regarder Disney+, sans trop de... Mais bon, ça aussi, c'est un autre débat, ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais regarde, voilà, donc c'est Mélodie du Sud, le film en question, donc qui est sorti en 46, et de ce que je lis de l'article, voilà, il a soulevé de nombreuses controverses quant à sa représentation raciste et stéréotypée. Ok, soit, mais ça, au pire, voilà, tu l'expliques avec un panneau texte du début, c'était une vision, certes stéréotype et raciste de l'époque, mais quand bien même, ça fait partie de la culture. Faut assumer notre histoire aussi. Hein. Mais c'est ça, enfin... Bien sûr qu'on n'en est pas fier et qu'on cautionne pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire semblant que ça n'existe pas, quoi. Bah c'est ça, en fait c'est ça le problème. Enfin, moi qui me pose problème, c'est le faire semblant. Et le problème, c'est que, pour revenir au sujet de base, c'est que le fait de vouloir enterrer ces choses-là, déjà par le biais du démat, et derrière, bah, ça veut dire qu'il n'y aura plus de réédition physique. Genre Mélodie du Sud, ouais. Si je dis pas de conneries, il n'existe qu'en DVD, et pour le trouver en DVD, déjà, il faut s'accrocher, ouais. Alors que bah, ça fait partie des classiques d'animation Disney. Il y a une classification qui est faite par Disney où il y a, je sais plus, 55 ou 60 films actuellement. Il fait partie de cette classification-là, et il n'est impossible pour les collectionneurs comme moi de se le prendre en Blu-ray, parce qu'il n'existe pas. Et il n'existe plus non plus, parce qu'il n'est pas en démat. Et ben c'est une bonne transition sur un autre argument, cette fois en défaveur du physique et en faveur du dématérialisé. Est-ce que finalement, le fait que les gens s'accrochent au support physique, c'est pas en grande partie pour un côté purement collectionnite, en fait. Est-ce qu'il y a un vrai avantage, alors outre ceux du livre, parce qu'on en a un peu discuté, mais pour les autres types d'œuvres, est-ce qu'il y a un vrai avantage à avoir un support physique autre que la collection et un petit peu les autres arguments qu'on a donnés, par exemple le fait d'avoir une œuvre non censurée à un instant T si la censure survient? Est-ce que c'est pas juste une envie de riche d'avoir un objet avec soi, alors qu'on pourrait très bien avoir le côté des maths instantanément et sans problème? Je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont mises aussi en avant. Pour ma part, le physique me permet de me rassurer d'une certaine manière en me disant que, outre le côté riche comme tu parles, il y a le côté aussi où bah, toi tu peux toujours avoir accès à ces œuvres. Ouais, c'est une question d'accès. Ouais. Oui, il y a certes la collectionnite, ça je le reconnais, mais il y a une question d'accès. Si les services de VOD décident que demain ils enlèvent, je sais pas, la trilogie Retour vers le futur, je sais pas, n'importe quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des exemples. Il y a eu des exemples mais là, en fait, je te parle pas forcément de la VOD, je te parle pas du streaming, je te parle d'avoir le fichier sur ton PC. Ah ouais, d'accord. Parce que là, en fait, on va vers ce dont tu parlais plus tôt, qui était la préservation. La préservation. Ok. D'accord, j'ai fait mon raisonnement tout seul dans ma tête. Non mais voilà, il y a toujours le côté collectionniste, ça je te l'accorde, je suis absolument d'accord avec toi. Il y a le côté où effectivement on aime avoir le bel objet dans sa bibliothèque, vous pourrez le dire également avec toute votre bibliothèque de livres. Pour le jeu vidéo comme pour les séries, les films, il suffit qu'un contrat d'exclusivité n'existe plus chez Netflix ou autre pour diffuser un film, le film disparaît de la plateforme jusqu'à ce qu'il puisse revenir quand Netflix ou autres ont racheté les droits, et derrière, pendant ce temps-là, tu peux pas découvrir l'œuvre. Alors que si tu l'as en physique, tu peux toujours. Tu peux toujours, et puis dans la version dont c'est ça, donc, comme il est sorti. Après, c'est sûr que derrière, tu vas me dire, ok, mais il y a des films qui sortent en Director's Cut, en remasterisé. Enfin, il y a 1000 versions qui sortent, ça je te l'accorde. Mais pouvoir garder une trace de toutes ces versions, c'est sûr que il n'y a que le physique qui le permet, quoi. C'est ça. Flo, pendant qu'on préparait oui. Pendant qu'on préparait l'émission, tu parlais de Star Wars. Oui. Où effectivement George Lucas s'amuse. Je sais pas s'il s'amuse, mais a toujours voulu tout faire pour, à partir des années 2000,
foutre en l'air en fait la version qui existait des années 70, fin 70, début 80, pour imposer sa version à lui dans les années 2000. Bah après, c'est ce que tu disais, c'est un peu différent de 13 raisons, parce que c'est pas de la censure, c'est la vision d'auteur cette fois. Pour moi, oui, c'est une version d'auteur. Mais là où j'ai aussi du mal, parce que malgré tout, effectivement, je vais dans le sens de George Lucas, parce que c'est son œuvre, c'est lui qui voit ça comme ça, il veut que ça soit comme ça, alors ça sera comme ça. Mais derrière, dans ces cas-là, dans un Blu-ray ou un Blu-ray 4K, au vu de la place qu'il y a sur la disquette, vous proposez les deux versions. La version remasterisée par son auteur et la version d'origine. C'est un peu comme une mise à jour en fait. Oui, c'est ça. Et effectivement, derrière, tu parles de mise à jour, mais dans les jeux vidéo, le démat a permis, alors sur le matérialisé, le démat a permis la mise à jour de jeux. Ça c'est très très nouveau aussi. Ça c'est carrément pour le coup un avantage du démat, c'est en fait de pouvoir voir son jeu augmenter et améliorer très régulièrement maintenant, ce qui se faisait pas du tout avant Internet en fait. Mais c'est à double tranchant. Oui, c'est à double tranchant. Dans le jeu vidéo, ça me semble rare qu'on ait retiré des trucs. Il suffit que... Mais c'est possible en fait. Excuse-moi Flo, j'ai pas entendu. Mais c'est possible en fait. Si un jour, pour X raison, ils veulent supprimer ou modifier quelque chose dans un jeu, ils pourront le faire en fait. S'il existe qu'en démat, c'est ça. Il suffit par exemple là de voir que Nintendo sont en train petit à petit de fermer leurs services des anciennes consoles, d'eShop, de Wii, de 3DS et autres. Ça veut dire que maintenant, quand tu mettras une cartouche ou un jeu Wii dans ta console, tu pourras pas la mettre à jour, puisque le service online n'existe plus. C'est vrai. Mais ça c'est vrai surtout pour les jeux PS3, je crois. Où il y avait beaucoup de jeux, aussi, beaucoup de jeux, tu les mettais, en fait, ils se mettaient à jour avant que tu puisses y jouer. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, on va revenir en fait à ce que tu disais sur l'œuvre d'origine. En fait, aujourd'hui, si tu mets un CD dans une PS3, tu vas pas pouvoir mettre à jour le jeu, mais du coup, tu vas avoir la version 0 en fait. C'est ça. Ce qui c'est à double tranchant. Ce qui est en un tranchant. sens un retour aux sources assez intéressant en fait. Tout à fait, non, tout à fait. Mais après, voilà, si jamais il y a eu... s'il y avait des gros bugs et tout dégueulasses, ça c'est moins bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment à double tranchant. Ouais, je vois. Je vois. Après, pour être tout à fait objectif, le démat, enfin le matérialisé en tout cas, c'est aussi un désavantage. Alors, je vais m'expliquer. Pour moi, c'est un avantage parce qu'effectivement, ça nous permet d'avoir le jeu en boîte tel qu'on le veut. Parce que pour la plupart qui me suivent, vous le savez, j'aime m'acheter les jeux indépendants que proposent Limited Run Games ou encore Special Reserve Games ou autres sur Switch, parce que j'adore me dire que j'ai un jeu indépendant qui à la base n'existe pas en boîte et qui font partie des jeux qui me plaisent le plus actuellement. Je pense notamment à Celeste, je pense à Iconoclast, enfin des exemples, j'en ai toute une palantée. Le fait de pouvoir y jouer et d'avoir le plaisir d'y jouer en format physique, et donc d'avoir une cartouche existante pour ce jeu qui de base n'existe qu'en démat, derrière on peut se dire aussi qu'il y a un certain profit qui se met en place par des entreprises qui le vendent. Ouais, il y a un marché carrément à part entière pour les collectionneurs et les fans en fait. C'est une version collector en fait, la version physique. Oui, voilà, clairement, c'est exactement ça. Et derrière, on peut effectivement critiquer le côté profit des collectionneurs et des gens qui veulent absolument avoir ce côté physique. Ouais, est-ce que c'est un bien ou un mal, ça ? Au contraire, parce que ceux qui ont envie d'un support physique sont bien contents que quelqu'un réponde à leurs demandes. Bien sûr, non, c'est clair. Pour moi, c'est pas forcément un mal, quoi. Et puis surtout, s'il y a une version physique d'un jeu, c'est parce que il y a eu du coup un jeu qui a déjà rencontré un succès assez important pour qu'on ait envie de l'éditer en physique et que le jeu est rentable et que voilà, après ça arrange tout le monde finalement. Ah oui, ça c'est sûr, mais d'un point de vue
bon, je vais utiliser le terme, ça m'embête d'utiliser ce terme-là, mais d'un point de vue gauchiste, c'est de la surconsommation qui ne sert à rien. Et tu dis ça alors que tu es en plein dedans et que tu aimes, totalement. Tu aimes cette Totalement. pratique. C'est aussi pour ça que j'essaye d'être aussi un peu objectif dans ce podcast et d'avoir aussi un recul sur moi-même. Ouais, je vois. Parce que effectivement, je serai toujours là à protéger le physique et à me dire, bah ouais, tous les mois, je vais taper 80 balles pour commander 2 jeux qui, finalement, en démat, ne valent que 20 € les deux, quoi. Ah, c'est cette envie-là cette envie de l'objet, quoi, tout simplement. C'est ça. C'est maladif, hein. J'en ai bien conscience, mais voilà, c'est le plaisir de... Le plaisir de... Tu veux qu'on en parle ? Ouais, je pense qu'on a déjà pas mal parlé, là. Dans un autre épisode, peut-être. Oui, c'est ça. Ah, parce que tu vois, au-delà de ça, le démat, il a énormément d'avantages d'un point de vue purement consommateur. Et c'est aussi pour ça que ça a marché. C'est-à-dire que tu as l'immédiateté du démat. Tu veux un jeu, tu vas sur le store en ligne, il est là, si tu veux, tu le prends. Tu as le prix, parce que des fois, il arrive, il est en promo, et les promotions que tu as sur les jeux dématérialisés, elles sont sans commune mesure avec les promos que tu as sur les jeux physiques. Sauf exception, sauf voilà, vraiment opération spéciale. Mais là, exemple, hier, j'ai commencé A Plague Tale Innocence, qui est un jeu qui est sorti l'an dernier, qui a fait grand bruit et qui est super, vraiment, qui est très très bien. Et ben, je l'ai acheté parce qu'il était à moins 65%, au lieu de 45 €, je l'ai payé 15 €. En démat ou... En démat, ouais. Et c'est hallucinant. Je veux dire, putain, instantanément, tu peux avoir accès à ce jeu pour un tiers de son prix, et tu t'y joues tout de suite. Et en plus, j'avais envie d'y jouer, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, donc il y a eu un truc... tu vois, clairement, c'est le genre de jeu que je préférerais avoir en physique, mais comme tu dis, si tu as une promotion aussi avantageuse, tu vas céder à la tentation. Il faut au bout d'un moment. Oui, c'est à ça, part si vraiment c'est ton principe. Enfin, Benji, je sais pas si t'as déjà craqué comme ça m'étonnerait, non ? Je suis en train de réfléchir. Si, ça m'est arrivé, si. Parce que par exemple, je sais que Shovel Knight, bon, c'est un jeu qui lui est purement indépendant. Tu me diras Plague Tale aussi, mais Shovel Knight, pardon. Je l'avais acheté une fois quand Clément était de passage chez moi. Et après, quand ils l'ont annoncé derrière en matérialisé et en boîte, j'ai racheté la version boîte. Et je suis un putain de pigeon. Je choisis mal le mot, mais est-ce que tu te sens obligé de le faire en fait ? Oui, un peu. Est-ce que tu te sens sale ? Est-ce que tu t'en veux ? Non, mais effectivement, je me sens un peu obligé parce que pour moi, ce sont c'est des jeux qui sont devenus des classiques dans le côté jeu indépendant. Et j'ai envie de soutenir ce genre de pratique. Ouais, voilà, parce que tu soutiens une initiative en fait. C'est ça, c'est une raison avoir un jeu comme Shovel Knight, truc, comme Hollow Knight, comme Celeste, comme tous ces jeux qui ont fait grand bruit en jeu indépendant. Se dire qu'on peut les avoir en matérialisé plus que sur un store et sur une sauvegarde. On peut si on est là sur le Limited Run Games au bon moment et à la bonne heure et que t'es à fond sur la préco, quoi. Oui, alors Limited Run, ça va, t'as 2 semaines pour commander. Ah, 2 semaines. Ah ouais, parce que, attends, moi je me souviens, j'ai acheté la version physique de Windjammers qui était sur Limited Run Games. Ouais, il a fallu que je sois dans les premiers à commander. Hein. Ça dépend. Dans la seconde, j'avais lancé le truc parce que sinon, ça n'existait plus. Ça dépend quelle version t'as pris. Si t'as pris, parce que forcément Limited Run propose des versions collector. Ah, j'avais pris la version PS4 là, mais même pas la collector normale. En fait. Si c'est la version normale sur Switch. Sur PS4. Sur PS4, d'accord. Parce que je sais que sur Switch, quand je l'ai commandé, j'avais 2 semaines pour le commander. Putain, c'est bien. Donc après, voilà, à contrario d'autres personnes comme Special Reserve Games qui, eux, proposent un nombre limité de cartouches. Passer ce nombre, je pense que Limited Run fonctionnait un peu comme ça au départ. Non, en fait, le truc, c'est que Special Reserve Games, qui appartient... Devolver
et la maison mère, Devolver Digital Ouais. et la maison mère de Special Reserve Games. Mm. Et en fait, eux commandent un certain nombre de cartouches et de jeux à Nintendo, entre autres, et vendent ce nombre de cartouches-là. Alors que D'accord. Limited, eux, vont passer des précommandes pour voir combien de personnes sont intéressées, et derrière, commandent à Nintendo. Ok, d'accord. Mais, Donc c'est pour ça qu'on a ok, les 2 semaines de délai. Je vois. Mais malgré ça, c'est-à-dire que tous ces sites qui permettent de sortir des petits jeux en boîte, ben, ils existent parce que le jeu a pu d'abord sortir en dématérialisé, en fait. Eh oui. Parce que tous ces petits studios n'auraient jamais eu les moyens d'assumer une distribution physique à grande échelle. Et en fait, l'existence du dématérialisé a permis à ces jeux d'exister. Tout à fait. En ça, c'est déjà un avantage considérable du dématérialisé, c'est-à-dire l'essor du jeu indépendant tel qu'on l'a connu depuis 10 ans, il est Même plus que intrinsèquement ça, ouais. lié au fait que le marché du démat s'est démocratisé, en fait. Ah bah, totalement. C'est Et grâce ça c'est déjà un au énorme shop en avantage. ligne que Et les c'est- petits développeurs ont pu se dire, bah écoutez, oui, on peut vous proposer un jeu sans que derrière on ait les coûts de fabrication, sans que derrière on ait les coûts d'envoi, etc., etc. Et je dis Là, il ça, nous faut juste ouais. un emplacement sur votre store qui va coûter 2 gigas par mois, donc nous, ça nous coûte quasiment rien finalement en location de jeu, enfin de place, quoi. L'espace, ouais. Et derrière, bah forcément, ça a permis l'expansion de beaucoup de choses. Et derrière, je dis ça, mais c'est vrai aussi pour la musique, parce que maintenant que Spotify, que SoundCloud, que tous les services de streaming sont la norme, c'est extrêmement facile pour un musicien de mettre sa musique sur ces plateformes. Extrêmement facile. Et c'est pareil pour les films et les séries. Enfin, le contenu explose parce que c'est facile d'accéder à la diffusion. Mais du coup, est-ce que c'est pas plus facile derrière de pousser au téléchargement illégal? Dans le sens où ça rend les choses quand même beaucoup plus simples à mettre sur le marché illégal qu'en format physique. Ben, j'aurais dit que aujourd'hui, en fait, si tu as une offre légale qui est assez fournie et qui propose tout ce que les gens veulent voir, le téléchargement n'est pas un problème. En fait, le téléchargement illégal, aujourd'hui, si tu as déjà Netflix et qu'il y a plein de choses sur Netflix, tu n'en as pas besoin. Et en fait, c'est vraiment si tu veux un vieux truc ou alors une version vraiment, comme tu Bien disais, spécifique. une version spécifique ou alors une vieille série. Ça, quelque c'est chose amusant qui est... parce que il y a quelques années, on redoutait vraiment le téléchargement illégal. On disait que ça allait tuer le cinéma et tout ça. Et finalement, maintenant que t'as des œuvres disponibles légalement à moindre coût, bah oui, bah les gens vont préférer quand même prendre Netflix Que de se faire chier à télécharger. plutôt Parce que que de c'est bien télécharger tout et son contraire. Tu peux, l'œuvre, elle est là, t'as les sous-titres et les langues dans tout ce que tu veux, t'as pas besoin de télécharger. Donc finalement, seul le truc, problème, il s'est résolu, bon, pas de lui-même, mais... bah, il s'est résolu de lui-même parce que l'offre dématérialisée l'a permis en fait. Et en fait, ce que tu télécharges illégalement, c'est des choses qui de toute façon ne sont pas disponibles ailleurs, finalement. C'est ça, il suffit de voir là. Du coup, tu blesses Pour ma part- pas grand monde. Hein. Pour ma part, j'ai pris une offre que proposait Canal. Et sur cette offre, en fait, finalement, j'ai quasiment tous les services de VOD. Donc, j'ai accès à Canal, j'ai accès à Netflix, j'ai accès à OCS, j'ai accès à Disney+. Donc, bon, voilà, ça fait un catalogue assez T'as fourni. regarder des trucs pour 3 vies, là. Mais non, mais c'est ça. Tout en sachant que derrière, Canal, grâce ou à cause à la chronologie des médias, sont prioritaires sur les formats de films qui sortent 4 mois après le cinéma. Donc, bah effectivement, moi, le téléchargement illégal, j'en ai plus besoin. On en a de moins en moins besoin, quoi. Enfin, oui, clairement. Parce que c'est sûr qu'avant, c'était ça, ou acheter un Blu-ray à 30 balles, bah... Comment te dire ? C'est vite vu. Hein. C'est vite vu, hein. Et encore maintenant, les Blu-ray, au vu du marché de l'occasion, parce qu'il y a de ça aussi avec le dématérialisé. Le marché de l'occasion n'existe pas. Ouais, alors que acheter un Blu-ray en brocante ou dans un cache du coin, t'as ton Blu-ray pour 5 balles et t'as ton objet physique. Mais voilà.
Mais encore une fois, c'est intéressant si le film n'est pas visionnable ailleurs, quoi. Ce qui est petit à petit de moins en moins le cas. Bon, après, avec la galaxie de films qui existent, évidemment, tu n'auras jamais forcément le film que tu veux à tel moment, à tel endroit. Mais allez, je me confesse, un Lars von Trier de 3 heures, j'ai téléchargé, quoi. Je crois que les seuls vrais malheureux, c'était les anciens propriétaires de magasins de location. Oui, c'est clair. Ah bah tiens, salut Netflix. Allez, oui. salut. Netflix, c'était un magasin de location de DVD et de VHS à l'époque. Et oui. Ah bah finalement. Incroyable. Non, comme j'ai dit, le problème se résout de lui-même. C'est ça. Mais non, mais Netflix aux États-Unis, c'était un format où tu demandais en fait tel film et tu le recevais par voie postale quelques jours après. Waouh. Ah ouais, ça a bien évolué, hein, ça a bien changé. Bon, après ça passe toujours par les médiathèques aussi, je pense. Ah, sans doute, ouais. Là, je pense que certains de nos auditeurs pourront nous répondre plus que ce qu'on ne peut dire là, mais... En tout cas, le dématérialisé me rend grand service et je suis absolument pas contre. La question de se poser, c'est est-ce qu'il peut être dangereux pour le format physique ? Je pense même pas, parce que comme je vous l'avais dit plus tôt, rien que dans le domaine de la musique, où pourtant on s'accorde à dire que tout le monde écoute en format numérique ou quoi, même là, tu vas toujours avoir des clients qui vont acheter des CD, il y a même le grand retour des vinyles de plus en plus depuis quelques années. Je pense pas qu'il y ait une crainte fondamentale à avoir le format physique va disparaître et c'est ça. En fait, le démat est le mal en fait. Le dématérialisé va être le mode commun de consommation d'œuvres, en fait, de contenu culturel, mais il y aura toujours un marché du physique pour les fans, pour les collectionneurs et en l'occurrence pour le vinyle, pour les audiophiles qui pensent et qui trouvent que le son du vinyle est à ce point différent qu'il nécessite d'avoir une installation personnalisée et dédiée. Moi, j'en sais rien, du coup, je peux pas me prononcer sur le sujet, mais j'imagine qu'ils y trouvent leur compte aussi. Donc, c'est ça. En fait, le maître mot, finalement, et c'est toujours comme ça, plus ou moins, qu'on termine nos épisodes, et c'est ça qui me fait assez rire, c'est que tant que tout le monde y trouve son bonheur, et tant que tout le monde a le choix, finalement, les choses ne sont pas à mal. Il faut juste pas en abuser dans les deux sens. C'est ça, c'est bien que tu parles d'abus du coup, parce qu'il y a un argument quand même que je voulais mettre sur la table avant qu'on termine, c'est l'impact environnemental en fait du dématérialisé qui est assez invisible et qui est pourtant vraiment conséquent. Parce qu'en fait, si tu veux, pour avoir des services de streaming et pour avoir du contenu dématérialisé, il faut des serveurs, il faut de la bande passante et toute cette infrastructure, on va dire, consomme énormément d'énergie et assez néfaste en fait au côté environnemental, ne serait-ce que parce que pour construire ce matériel, il faut des métaux rares qu'on a de moins en moins et qu'on va éclater le monde entier pour en avoir. Et puis il faut énormément d'énergie, et qui dit énergie dit souvent énergie fossile, pétrole, charbon, nucléaire ou autre, et donc pollution. Et à ce compte-là, j'aimerais attirer votre attention sur un petit truc. En fait, je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est Greenpeace, l'organisation non gouvernementale elle-même, qui a fait un classement de toutes ces plateformes et qui les note un petit peu environnementalement parlant. Et donc l'initiative s'appelle Click Green. Et en fait, tu as toutes les plateformes qui sont notées en fonction de leur transparence énergétique, de ce qu'elles font, de ce qu'elles font pas. Et ce qu'on remarque assez vite, c'est que les plateformes les plus utilisées, qui sont Netflix ou je sais plus quel autre, Spotify, c'était ça. Netflix et Spotify qui sont notés D, quoi, sur un système de notation, je crois qu'il est à 4 lettres, quoi, qui est ABCD. Ah oui. Donc, ça veut dire que à l'heure actuelle, ces plateformes qui sont complètement leaders sur le marché, elles ont recours à beaucoup d'énergie fossile et donc polluent probablement énormément sans qu'on le voie, sans qu'on s'en rende compte. Je sais pas comment ça marche du tout, mais quand tu vois
le nombre de gens qui ont Netflix, et puis ça marche bien à peu près chez tout le monde, hein, même quand t'as pas une connexion folle. Je pense qu'on peut à peine imaginer la quantité d'énergie qu'ils utilisent. En fait. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un super dossier du site Gamecult il n'y a pas très longtemps sur l'impact environnemental du jeu vidéo. Et donc, il y a une grande partie du dossier qui est dédié au dématérialisé et donc au service de streaming de jeux vidéo. C'était au moment de la sortie de Stadia en plus que le reportage avait été fait. Et voilà, ça a montré que le dématérialisé pollue autant, si ce n'est plus, puisque c'est devenu le mode de consommation de masse et que le marché croît sans cesse. Donc évidemment, à l'heure actuelle, le démat pollue plus que le physique à l'époque, puisque en plus, il y a plus de gens qui le consomment. Donc forcément, ça décuple les quantités d'énergie et de pollution dans la balance. Et sur ce sujet, il y a le prochain reportage de Game Spectrum aussi, qui va être sur environnement et jeux vidéo. Donc ça va être très intéressant. Ça va faire très très mal encore, comme tout ce que fait Game Spectrum. Ah oui, c'est clair. Mais ça va être extrêmement intéressant aussi de se pencher sur ce volet-là qui est invisible en fait. Mais qui n'en reste pas moins important. Sur lequel il faut sensibiliser parce que c'est bien de se dire on prend moins la bagnole, mais si on regarde Netflix au lieu de prendre la bagnole, ça a un peu le même effet quoi, en termes de pollution. Ce qui est terrible. C'est clair. Non, c'est clair. Donc voilà. Donc c'est important de le dire aussi, quoi. De dire, c'est pas parce qu'on a le dématérialisé qui prend de la place qu'on est sorti d'affaire pour autant. Et c'est là où ça nous amènera sur un autre sujet vis-à-vis de l'écologie mondiale, quoi. Ouais, carrément. Voilà, je voulais juste en parler, puis voilà. Ah ouais, t'as bien raison. T'as bien raison parce que ça reste quand même quelque chose d'important à noter et de se dire que ça fait aussi partie des choses à penser quand on consomme de façon dématérialisée, contrario au physique. Mais écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Alors comme vous voyez, on n'est pas pour, on n'est pas contre l'un ou l'autre. On a des avis assez tranchés, pour ma part en tout cas, sur certains aspects. Mais il s'avère qu'effectivement, il y a des choses qui font qu'on n'a plus le choix de se passer du démat. Pour les mises à jour de jeux, pour ce genre de choses, pour des œuvres indépendantes qui n'auraient pas existé autrement. On n'a plus le choix que de se rencarder sur le dématérialisé, malgré tout. Maintenant, à voir ce que vous en pensez. Vous, en tant qu'auditeur, vous préférez acheter vos jeux et vos films en format physique ou vous préférez consommer de façon dématérialisée? C'est un sujet qui nous est cher, qui nous est important, et si jamais vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de ça, ça sera avec plaisir qu'on échangera avec vous. Tout à fait. Ma foi, je pense que on va pouvoir passer tranquillement pour vous dire à bientôt, à un prochain épisode. J'espère que celui-ci arrivera bien plus vite que cet épisode-là. Évidemment, vous vous doutez bien que tout ça a été dû au confinement, que certains d'entre nous ont travaillé de façon assez excessive, et je ne citerai pas Clément. Bonjour. Mais je vais le citer quand même. Mais voilà, il y a des choses qui ont fait que on n'a pas pu enregistrer d'épisode avant, et le fait de vous retrouver là pour un nouvel épisode nous fait extrêmement plaisir et nous donne vraiment envie de nous remotiver, enfin la motivation était toujours là, mais de faire en sorte en tout cas que nous puissions vous proposer de nouveaux épisodes plus rapidement. Sans problème. Alors évidemment, il y aura peut-être la pause estivale, ça c'est quasi acté, mais en attendant, on se retrouve du coup, je pense, pour début juillet, pour l'épisode enregistré en juin, et il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao, et merci de nous avoir encore une fois suivis. Merci. Salut, à la prochaine. À la prochaine, ciao. Ciao.